Oh. Bon, guten Tag et bonjour à notre conférence sur la filière hydrogène, une opportunité de décarbonisation massive et de diversification industrielle. Cet événement est organisé dans le cadre de la quinzaine franco-allemande de l'Occitanie par la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie en coopération avec l'ADOC, qui est l'agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Mesdames et messieurs, en 2050, l'Europe vise la neutralité climatique. Et pour atteindre cette but, l'Allemagne et la France doivent réduire la part des combustibles fossiles dans la production d'énergie. L'hydrogène est considéré comme une solution clé de la transition énergétique. Et dans les 2 dernières années, cette dynamique a fortement accéléré. Et dans un contexte post-crise avec des plans de relance historiques, la filière hydrogène prend une place importante. L'année dernière, la France et l'Allemagne ont dévoilé leurs stratégies respectives. L'Allemagne va mobiliser 9 milliards d'euros et la France va investir plus de 7 milliards, entre autres, pour créer une filière industrielle dédiée. Alors, une coopération franco-allemande indispensable. Et il n'est donc pas étonnant qu'il s'agisse d'un sujet stratégique pour la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Moi, je fais partie de la Chambre franco-allemande. Je m'appelle Alexandra Seidlauer. Je suis votre modératrice aujourd'hui et j'ai le plaisir maintenant de donner la parole au directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie, Patrick Brandmeier. Bonjour, Patrick. Patrick, est-ce que tu peux allumer Oui, voilà. voilà. Bonjour, Patrick. J'avais du mal à activer mon micro. Donc, merci de m'avoir aujourd'hui et bonjour à tout le monde. Je tiens d'ailleurs tout d'abord à remercier la région Occitanie et à l'ADOC d'avoir réalisé avec nous donc, cet événement autour de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, je pense, et l'hydrogène vert notamment, qui est un sujet qui préoccupe nos deux pays, mais pas seulement nos deux pays au niveau, on va dire, public, mais aussi évidemment nos deux pays au niveau des entreprises. Parce que bien que les deux gouvernements visent, comme toute l'Europe et une bonne partie de la planète, de décarboniser les industries et de faire quelque chose pour le climat, je pense que c'est aussi vraiment une préoccupation des entreprises françaises et allemandes. Et d'ailleurs, juste pour vous, par exemple, donner un exemple concret, vous avez certainement déjà entendu de la coopération entre Siemens et Air Liquide dans ce domaine, mais je pense qu'on va encore entendre ce matin peut-être plein d'autres exemples qui vont se faire dans ce domaine. Pourquoi est-ce que l'hydrogène joue un rôle si important? Et d'ailleurs, on le voit aussi, comme si vous avez suivi un tout petit peu ce qui se passe actuellement dans le cadre de la formation d'un gouvernement en Allemagne. Évidemment, la question de l'énergie et de la transition énergétique est un sujet très préoccupant, pas seulement en Allemagne, mais ailleurs, mais notamment actuellement dans ces discussions-là. Et il y a aussi une importance très importante pour l'économie mondiale, mais aussi de nos deux pays. Si je peux bien croire un chiffre qui a été lancé par McKinsey, on prévoit un marché qui vaut environ 2000 milliards 2050 pour ce marché de l'hydrogène. Donc, ça vous démontre déjà aussi l'importance économique au niveau mondial, mais encore une fois, notamment en France et en Allemagne, pour cette industrie, pour cette technologie, donc, si vous voulez, aussi pour la coopération entre nos deux pays dans ce domaine. Et avec ça, je rends la parole à Alexandra. Merci beaucoup et je nous souhaite tous une bonne journée.
Merci beaucoup, Patrick. Oui, l'hydrogène en Occitanie, mesdames et messieurs, nous allons maintenant poursuivre avec la discussion avec nos participants. Et vous pouvez dès maintenant poser vos questions dans le chat et les participants de la table ronde vont répondre à la fin de cette conférence. Moi, je vous présente maintenant les intervenants qui sont Bertrand Vivancos, conseiller régional et président de la commission urgence climatique de la région Occitanie. Sven Rösner, directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique. Pierre-Olivier Bézombe, Executive Vice President and General Manager of Nexea, qui fait partie du groupe Hensoldt. Stéphane Kaba, directeur Smart and Green Mobility chez Alstom. Pamela Morera, Innovation Manager Bosch France. Et Patrick Meillot, Plant Manager et Vice President Business Development Bosch France. Je note que tous les représentants des entreprises ont des titres anglais aujourd'hui. On commence avec la région haute, l'Occitanie. L'Occitanie souhaite être la première région à énergie positive d'Europe. Alors, Monsieur Bertrand Vivancos, vous êtes conseiller régional et président de la commission urgence climatique à la région Occitanie. Par la création d'une commission urgence climatique, voilà, la région fait preuve d'une attention particulière au changement climatique. Et comment on peut mieux répondre aux défis? Alors, pour la transition énergétique, l'hydrogène est considéré comme une solution importante et la région d'Occitanie s'est engagée depuis plusieurs années dans cette voie. Quelle est la stratégie hydrogène de la région, Monsieur Vivancos? Est-ce que vous... Voilà, ça y est, j'ai le micro. Je suis un peu. Ouais. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu désolé, là, je suis dans des conditions un peu particulières parce que nous sommes en assemblée plénière dans le début d'après-midi. Donc, je n'ai malheureusement qu'une grande salle où on essaye des micros. Donc, de temps en temps, vous entendrez des gens qui essayent, qui font 1, 2, 3. C'est pas moi. Donc, voilà, c'est pour vous expliquer un peu les conditions qui sont particulières. Donc oui, voilà, je suis donc Bertrand Vivancos, je suis conseiller régional depuis maintenant, depuis le mois de juin, un jeune, entre guillemets, conseiller régional, mais j'ai surtout un métier, parce que moi, je fais pas, c'est pas la politique mon métier c'est d'être directeur des opérations ou opération manager, puisque maintenant, effectivement, tout est en anglais, dans une société de certification, d'audit, de contrôle que la plupart de nos intervenants doivent connaître, puisque c'est la SGS, l'équivalent plus gros de Bureau Veritas. Voilà, et donc moi, je m'occupe plutôt particulièrement de la partie portuaire et je gère tous les ports de France sur tout ce qui est céréales, chargement et déchargement, contrôle qualité. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai eu le bonheur et puis l'immense privilège d'avoir comme délégation cette nouvelle délégation urgence climatique qui n'est pas une commission simple, hein, c'est en réalité la commission qui regroupe finalement toutes les autres commissions, puisqu'aujourd'hui, à moins d'être aveugle et sourd et muet, je crois que le monde et les rapports du GIEC devraient nous affoler, et j'espère que ça nous affole. C'est une commission où la transversalité se fait avec toutes les autres commissions, hein, que ce soit l'économie, l'agriculture, le transport, etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, et depuis déjà quand même tout le mandat de la présidente Carole Delga, il y a vraiment un effort particulier qui a été fait sur l'urgence climatique et tout ce qui est énergie renouvelable ou transition énergétique. Hein. Donc, j'essaye de faire rapide parce que je sais qu'il y a des gens qui sont plus intéressants que moi derrière, qui sont des vrais professionnels qui vont pouvoir débattre. Mais voilà, aujourd'hui, donc la région Occitanie, c'est effectivement un soutien aux énergies renouvelables, aux économies d'énergie, à l'agriculture durable, aux circuits courts, donc au transport, bon, voilà, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On a une stratégie hydrogène en Occitanie qui historiquement a démarré en 2007. Donc ce n'est pas nouveau pour notre région. On a un passé, je dirais, précurseur. Et ça ne nous arrive pas forcément souvent, donc quand ça l'est, il faut le souligner. Hein. Ça avait démarré dans la région toulousaine, hein, sur ce qu'on avait appelé le pôle Pyrénées, avec effectivement tout ce qui est aviation. Donc ça a démarré en 2007 par la structuration de cette filière.
Ensuite, en 2016, il y a eu un lancement d'études stratégiques, de nouveau sur la filière là, proprement dite. Et puis, vous savez maintenant, aujourd'hui, on en est à un plan hydrogène vert Occitanie, où la région va mettre 150 millions, ce qui n'est quand même pas rien pour une région. Vous comprendrez donc avec ce montant l'importance que prend pour nous la filière hydrogène. Alors, on va en discuter, mais je vais pas. De là, je crois qu'on parlera un peu de la décarbonation, ce que vous me disiez, mais pour vous dire aussi vraiment l'importance, et je vais m'arrêter là parce que je peux être très long et très ennuyeux. Le projet en 2024, pour vous dire vraiment l'importance qu'attache la région et la présidente Carole Delga, nous allons créer donc à Francazal d'ici 2024 un technocampus qui sera dédié, un technocampus européen qui sera dédié à l'hydrogène. Ça, c'est pour 2024. Et on est donc, c'est 2024, vous le savez comme moi, c'est demain. Et ensuite, nous sommes en train de travailler sur la formation des métiers qui est essentielle, hein, parce qu'aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, mais si derrière, on n'a pas les compétences, on ne fera pas grand-chose, ou on fera ce qu'on a eu quelquefois fait, pas forcément chez nous, mais ailleurs, c'est-à-dire brasser du vent. Voilà. Je vais peut-être essayer de m'arrêter là parce que vous m'aviez dit 5 minutes et je crois que ça fait déjà 5 minutes et que vous savez que les Méditerranéens et le Cévenol que je suis a tendance à monopoliser la parole. Donc voilà. En tous les cas, merci. Et ce serait pas la conclusion, mais voilà, on travaille. Il faut se dire que là, on ne travaille pas pour le monde, mais on travaille juste tout simplement pour nos enfants. C'est pas, soyons modestes, mais pensons petit pour voir grand. Voilà. Merci, Monsieur Vivancos, d'avoir présenté la stratégie de la région. Je retiens 150 millions pour soutenir la filière hydrogène. Vous investissez aussi beaucoup dans la formation pour les nouveaux métiers autour de l'hydrogène. Et un technocampus va voir la vie en 2024. C'est déjà beaucoup. Et on voit que l'Occitanie doit vraiment donner beaucoup d'importance à l'hydrogène. Et je vais juste conclure une chose, mais ça ne se fera pas seul. Ça ne pourra se faire qu'avec nos partenaires et notre partenaire essentiel. Je ne vais pas vous faire, mais vous savez que l'Allemagne est le partenaire, je crois, privilégié de la France, et réciproquement, et ça ne pourra se faire qu'ensemble. Seul, on n'arrivera pas à grand-chose, ou pas suffisamment en tous les cas. Excusez-moi, je m'arrête. Monsieur Vivancos, vous avez tout à fait raison. Il y a des gens qui pensent qu'avancer seul, on avance plus vite peut-être, mais ensemble, on avance plus loin. Merci. Problème à Pékin, tout à fait. Monsieur Rösner, vous êtes le directeur de l'Office franco-allemand pour la transition énergétique et vous observez pas que la stratégie de la région Occitanie, mais aussi les stratégies et les actions de la France et de l'Allemagne de près. Alors, où vous voyez des terrains communs dans les deux stratégies ou les différences? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner et éclairer, Monsieur Rösner? Alors, juste, merci beaucoup Alexandra Zadlauer pour l'introduction et également à vous, à la AHK et à la région Occitanie, bien sûr, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette conférence. Je pense que c'est très intéressant de regarder ça aussi avec un prisme régional parce que la transition énergétique est bien sûr un projet décentral et donc l'ancrage dans les régions est primordial. Alors, peut-être avant de commencer de parler des possibles coopérations, des convergences entre les politiques ou des divergences, j'aimerais bien développer ce que nous venons d'entendre de la part de M. Vivancos. L'hydrogène décarboné a fait un grand buzz l'année passée. Il y a beaucoup d'argent qui circule ou qui va circuler, mais la question, c'est d'abord pourquoi, en fait. Je pense que si nous comprenons pourquoi, c'est aussi plus facile de situer après les différentes approches et surtout de comprendre pourquoi là, il y a une vraie priorité pour agir ensemble aussi, je pense. Donc, l'hydrogène décarboné est une question centrale pour la lutte, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines utilisations d'hydrogène
qui sont centrales dans, par exemple, l'industrie chimique et l'industrie de la métallurgie. Où, voilà, si on veut décarboner ces industries, on ne peut pas se priver d'une source d'hydrogène décarboné. La bonne nouvelle, c'est bien sûr que ces solutions existent déjà, donc notamment avec les électrolyseurs dont on va parler aujourd'hui. Et ça va donc permettre au fur et à mesure de se priver d'une procédure qui existe aujourd'hui qui s'appelle le vaporeformage, donc qui consiste de prendre un molécule de méthane et de le séparer en CO2 et en hydrogène, donc un gaz moins noble que le méthane en fait, et de l'utiliser dans ces industries et d'émettre du CO2. Donc ça, c'est pas bien. Et donc, dans l'avenir, il faut faire beaucoup mieux que ça. C'est également très intéressant pour l'hydrogène est également très intéressant pour décarboner les transports maritimes sur rail et également les poids lourds. Donc, partout là où une batterie pèse trop lourde pour l'utilité. Donc là, nous avons notre champ d'action où il faut agir, où il faut trouver des solutions. Et donc, si nous regardons les électrolyseurs, nous voyons aujourd'hui que la procédure, elle est quand même relativement, pour l'instant, nous allons sans doute dans un instant apprendre que là, il y a des énormes progrès. Pour l'instant, ce n'est pas encore très efficace. Là, on est plus dans des rendements de 20 à 15%. C'est ce qui rend le kilo d'hydrogène aujourd'hui décarboné relativement cher par rapport au kilogramme d'hydrogène issu du vaporeformage. Et là se joue donc, si on ne veut pas handicaper l'industrie, une grande bataille pour trouver donc la compétitivité du hydrogène décarboné en France et en Allemagne. La France et l'Allemagne sont à la fois des pays qui savent développer des solutions pour ces industries, ça a toujours été le cas, et sont également sans doute aussi parmi les pays qui ont le plus besoin de ces solutions. Donc ça, déjà, je pense, ça donne une belle motivation pour une coopération entre la France et l'Allemagne. Vous avez mentionné les montants qui ont été dédiés au développement de l'hydrogène décarboné. En Allemagne, on parle d'hydrogène vert. Ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être approfondir un peu plus plus tard. Parce que, bien sûr, en France, si on pense de l'hydrogène décarboné, on pense aussi nucléaire, chose qui ne sera plus possible en Allemagne à partir de l'année prochaine. Si on pense en France hydrogène, on pense national. Et si on parle d'hydrogène vert en Allemagne, on pense plutôt 80% d'import. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays où il y a plus de place, plus de soleil, plus de vent, où on peut donc produire de l'hydrogène moins cher. L'hydrogène ne se stocke pas très bien, mais mieux que l'électricité. Et donc, on préfère donc utiliser l'électricité produite en Allemagne pour une utilisation dans le réseau électrique. Et je suis trop long et je vais m'arrêter là. Donc, ce serait plutôt une stratégie qui met l'accent sur l'importation de l'hydrogène en Allemagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Reusner. Vous avez évoqué des couleurs de l'hydrogène selon la source. Oui, l'hydrogène vert, il y a l'hydrogène bleu, il y a l'hydrogène gris. Je ne sais pas si vous avez lu l'Économiste de début octobre. Il y avait des hydrogènes de toutes les couleurs. Je ne sais pas si vous m'avez vu, je suis habillée en vert. C'est l'hydrogène vert. On dirait que c'est du bleu chez moi, mais très bien. Je confirme aussi, c'est bleu. Ah là là, bon, c'est l'ordinateur qui change les couleurs. Je me suis mis en vert. Et pour l'hydrogène, c'est pas du tout anodin la différence entre le vert et le bleu. Mais bon, continue. Et mesdames et messieurs, maintenant, on va faire un petit sondage aussi pour faire participer les gens qui nous regardent et écoutent. Mesdames et messieurs, tout le monde maintenant peut participer à un sondage que va montrer ma collègue Lucia Scharf.
Parce que nous, on souhaite connaître votre opinion. Est-ce que l'hydrogène a-t-il le potentiel pour remplacer les carburants fossiles dans l'avenir? Est-ce que vous êtes persuadé que l'hydrogène a le potentiel pour remplacer les carburants fossiles dans l'avenir? Oui, non, je ne sais pas, peut-être. Vous pouvez répondre. Je vous laisse 30 secondes. L'hydrogène a-t-il le potentiel pour remplacer les carburants fossiles dans l'avenir? Lucia, je te laisse afficher les... Alors, 71% disent oui, 10% disent non, 19% sont pas sûrs, mais la plupart est persuadée que l'hydrogène a le potentiel pour remplacer des carburants fossiles. Mais merci beaucoup pour votre participation. Une autre personne qui dit sûrement oui est chez Alstom, Stéphane Kaba, directeur Smart and Green Mobility, parce que Alstom utilise déjà l'hydrogène comme combustible pour des trains. Est-ce que vous pouvez nous dire plus, Monsieur Kaba? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc déjà, un grand merci effectivement d'avoir invité Alstom à cette table ronde, parce qu'effectivement, nous sommes un acteur, j'ai envie de dire, un peu historique dans le domaine de l'hydrogène, parce que l'aventure hydrogène chez Alstom a commencé en 2014, donc ce n'est pas une aventure tout à fait récente. On a anticipé ces besoins de changement de modèle sur le plan des mobilités, et surtout, en fait, les besoins de verdir les mobilités qui, en grande partie, sont encore aujourd'hui, notamment le routier, hein, qui sont très émetteurs de gaz à effet de serre et de CO2. Donc, on s'est résolument inscrit côté Alstom dans une stratégie effectivement de verdissement, dans une collaboration aussi franco-allemande. Donc, c'est intéressant hein, par rapport à la thématique du jour, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de l'Allemagne et de la France. Et il faut savoir que dès 2014, c'est dans cette logique de collaboration franco-allemande que Alstom s'est inscrit au travers des réflexions avec le Länder de Basse-Saxe pour pouvoir effectivement développer un train qui soit 100% propulsé par des solutions hydrogènes. Donc c'est un élément effectivement très fort dans cette réflexion lancée en 2014. Et l'aboutissement donc a été couronné de succès, puisque en 2018, nous avons mis sur le marché 2 trains, donc, qui sont le train E-Lint, entièrement donc 100% hydrogène, avec des passagers à l'intérieur. Donc, ce n'est pas des prototypes, ce sont vraiment des trains qui circulent aujourd'hui en service commercial dans le Länder de Basse-Saxe. Donc, pour nous, c'est une étape extrêmement essentielle, parce qu'on a réussi à démontrer que les mobilités lourdes, qui est un élément important dans le cas des mobilités globales, peuvent être utilisées avec des solutions alternatives qui soient propres, parce qu'on peut utiliser, bien évidemment, et c'est un peu l'objectif de la maison, c'est qu'on puisse utiliser des solutions de H2 vert, bien évidemment, à terme, lorsqu'on aura des productions massives d'hydrogène vert dans des conditions économiques qui soient intéressantes. Et donc, on considère que le ferroviaire, à la fois donc, sur le plan régional, parce que là, on parle d'un train régional, donc pour des régions qui n'ont pas forcément des réseaux électrifiés. Et il faut savoir qu'en Europe, il y a environ 45%, voire 50% du réseau ferroviaire aujourd'hui sur les marchés européens qui n'est pas électrifié, donc qui ne possède pas en fait de caténaire et d'alimentation électrique, et qui nécessite des solutions autonomes. Donc, le diesel, on a vécu ça, c'est l'histoire, et donc ça a été effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus pertinent pour pouvoir assurer un avenir qui soit soutenable pour les générations à venir. Et donc, l'hydrogène, aujourd'hui, est la solution sur laquelle, effectivement, on s'est résolument inscrit. Donc oui, nous avons aujourd'hui des solutions qui fonctionnent, et nous sommes effectivement ravis de savoir qu'une dynamique aujourd'hui est enclenchée au niveau de l'Europe. L'Europe est très moteur aujourd'hui dans cette dynamique de déploiement de l'hydrogène, de manière cohérente, bien évidemment. Et on parlera un petit peu après peut-être des fameux programmes IPCEI, qui sont les grands programmes d'intérêt économique européen pour pouvoir soutenir en fait des développements de solutions propres. Et donc nous sommes aujourd'hui résolument inscrits dans cette démarche.
dans une coopération qui n'est pas que franco-française. On sait que aujourd'hui, Alstom a un rôle important dans toute la traction en France parce que nous avons le centre d'excellence mondiale des équipements de traction qui est basé à Tarbes. Donc, nous sommes très fiers et très contents, effectivement, d'avoir cette pépite à Tarbes. Mais la collaboration avec d'autres pays, ce qui a commencé donc, en 2014 avec l'Allemagne, est absolument essentielle. Donc, oui, l'hydrogène pour nous est un élément du futur, bien évidemment, sur lequel on veut absolument s'inscrire en termes stratégiques et d'une manière collaborative, en impliquant, bien évidemment, d'autres acteurs comme l'Allemagne aujourd'hui. Merci, Monsieur Kaba. Vous avez un centre d'excellence d'hydrogène à Tarbes, mais vos trains d'hydrogène roulent quand même en Allemagne. Comment ça se fait? Et quels sont les projets que vous avez peut-être dans la région Occitanie? Alors, très bien. Donc, c'est une très bonne transition, effectivement, sur ce train E-Lint. Donc c'est le fameux train, effectivement, dont je parlais. Donc, c'est un train, en fait, qui a été, à l'origine, si vous voulez, les Allemands ont des réseaux très importants qui sont sans aucune caténaire. Donc, la pertinence d'avoir une solution qui soit hydrogène s'est avérée très forte, en tout cas très pertinente, très tôt en Allemagne, avec une volonté politique en Allemagne très importante également. Donc, il faut savoir que pour développer une solution qui soit hydrogène, de train hydrogène, la puissance publique a un rôle important à la fois en tant qu'autorité organisatrice des transports. Je pense que la région Occitanie en sait quelque chose. On en parlera après, justement, par rapport à ce qui a été fait par la France, parce que l'Allemagne est un précurseur, mais la France, ensuite, a emboîté le pas assez rapidement. Donc, les régions, la puissance publique ont un rôle important pour pouvoir organiser les schémas de transport et pour pouvoir financer également les développements qui vont bien pour soutenir l'émergence de solutions qu'on appelle zéro émission aujourd'hui. C'est la mobilité verte qui est dans un axe stratégique très fort côté Allemagne. Donc l'Allemagne, en 2014, affiche cette volonté, met des moyens sur la table et fait appel également à la France, parce que les équipements de traction, les piles à combustible qu'on a mis dans le train, tout le système effectivement de traction qui permet finalement à des trains de rouler dans des performances qui sont strictement équivalentes au niveau de la vitesse, au niveau des accélérations, au niveau de l'autonomie, que des solutions diesel. C'est un élément important pour un opérateur d'avoir des solutions qui soient effectivement autonomes. Le train E-Lint, je pense qu'on enverra un petit film après, si possible. Le train E-Lint qui circule, qui a commencé une circulation effectivement en Allemagne, a une autonomie aujourd'hui de 1000 km. Donc 1000 km, c'est absolument colossal pour une solution effectivement qui est propulsée avec de l'hydrogène stocké à bord. Donc, on a réussi à développer ce concept-là. L'Allemagne a été la première vitrine, j'ai envie de dire, sur cette technologie des mobilités lourdes ferroviaires, mais il y a eu une dynamique qui s'est enclenchée. Et dans l'enclenchement de cette dynamique, la France s'est positionnée. 2018, on a le plan Hulot qui est annoncé, donc 100 millions d'euros qui sont annoncés effectivement par le plan Hulot pour pouvoir soutenir l'émergence de technologies ferroviaires propres, de mobilité propre sur le marché français. Là aussi, ça a permis justement de pouvoir confirmer des commandes par 4 régions françaises, dont la région Occitanie. Et je tiens à remercier effectivement donc, le représentant, M. Vivancos, d'avoir effectivement soutenu cette démarche et d'avoir accompagné Alstom dans cette dynamique-là pour pouvoir acheter 12 trains. Donc, il y a eu 12 trains achetés par 4 régions. C'est un début, on n'est pas encore dans des flottes effectivement colossales, mais c'est un début extrêmement important. Et le train qui a été en fait commandé par les 4 régions, c'est le train qui est derrière moi en fond d'écran. Donc, on est sur une technologie qui est un petit peu différente de celle qu'on a expérimentée en Allemagne, puisque le train qu'on voit derrière moi, qui est issu en fait de la gamme Regiolis, donc des trains qui sont aujourd'hui existants sur les réseaux français, mais qui sont propulsés par des solutions bimode, donc à la fois une caténaire et du diesel. Ce qu'on a transformé dans cette solution-là, c'est qu'on a retiré quelque part le bloc de traction diesel pour le remplacer par un bloc de traction hydrogène. Donc c'est une solution qu'on appelle bimode parce que les réseaux français ne sont pas forcément tous 100% non électrifiés. Il y a des parties non électrifiées, des parties qui sont électrifiées. Donc on a besoin des deux
Et cette solution-là est un petit peu différente de la solution E-Link en Allemagne parce qu'elle peut fonctionner sur 2 typologies de réseaux. Donc, très pertinente pour pouvoir avoir une efficacité à la fois technique et économique, bien évidemment, sur ce type de solution. Ouais, merci beaucoup pour cette explication et bientôt 12 trains vont rouler dans 4 régions en France. Je propose qu'on va regarder le film un peu plus tard et on va donner aussi la parole aux des autres, 2 autres entreprises qui sont présentes aujourd'hui. Euh, je fais appel à M. Bessamp de Nexea qui fait partie du groupe Hensoldt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vos projets dans l'hydrogène, M. Bessamp? Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci de nous avoir invités à ce webinaire que je trouve très, très intéressant et tout à fait d'actualité. D'autant plus effectivement que Nexeia a été racheté par le groupe Hensoldt il y a à peu près 2 ans et Hensoldt est un groupe allemand issu de la spin-off des activités d'électronique de défense du groupe Airbus. Et donc, je pense que c'est tout à fait pertinent de participer à cette discussion. Nous sommes fournisseurs de solutions et de systèmes électroniques à forte valeur ajoutée et on a amorcé une diversification de nos activités dans l'hydrogène il y a maintenant presque 10 ans. Donc, on n'est pas un acteur neuf sur ces solutions-là. Notre ADN initial était sur les systèmes critiques et sécuritaires qui avaient été développés entre autres avec le CEA. On a mis à profit en fait cette compétence-là pour utiliser justement ce savoir-faire dans le monde de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est des systèmes complexes qui se manipulent avec précaution. Et on a réutilisé en fait ce savoir-faire et aussi ces standards justement pour s'assurer qu'au bout du bout, les solutions hydrogène sont des solutions sûres et utilisables pour tout le monde. Donc, c'est un peu d'où on vient. Où est-ce qu'on va en fait? Nous, aujourd'hui, on est fournisseur de solutions complètes au niveau des systèmes hydrogène à forte valeur ajoutée. Donc, on propose des systèmes notamment dans le monde des sites terrestres, applications off-grid ou micro-grid. Et aussi, nous servons des solutions dans la mobilité lourde. Mobilité lourde qui est un enjeu majeur et notamment dans la logistique de la mobilité lourde. C'est comment fournir des solutions de stockage multimodaux qui permettent en fait d'alimenter toutes les solutions dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et ça, c'est un aspect qui est critique aujourd'hui parce qu'effectivement, moi, je suis très content de voir qu'il y a des solutions, notamment ferroviaires, qui se mettent en place. Il faut aussi penser à toute la chaîne logistique qui va amener cet hydrogène vert à l'ensemble des usagers. C'est une vraie problématique. Je pense que c'est celle-ci qu'il faut qu'on traite aussi. Et c'est là où il faut aussi un élan politique, un support politique global, et notamment franco-allemand, pour nous aider dans ce sens-là. Voilà, donc ça, c'est un peu pour remettre un peu le contexte et les points qui nous paraissent importants. Aujourd'hui, nous, donc, comme je disais, on se positionne sur tout ce qui est application de sites terrestres. Et pour exemple, en fait, étant un groupe global européen avec, on va dire, un fort poids en Allemagne, nous avons poussé notre comité exécutif à investir dans ces solutions-là et à commencer par s'engager personnellement dans le groupe à décarboner en fait notre industrie. Et donc, nous allons équiper dès l'été prochain un des sites allemands avec nos solutions hydrogène. Donc, c'est une solution complète qui va produire sa propre hydrogène sur place et qui va pouvoir stocker l'hydrogène et utiliser l'électricité quand le besoin s'en fait ressentir. Donc, 60% d'autonomie sur ce site dès l'été prochain et 100% d'autonomie dans les 2 années qui viennent avec par rapport complémentaire d'hydrogène vert le cas échéant. Donc ça, c'est un exemple où on a un groupe de la défense qui se soucie en fait de son empreinte carbone et qui va réutiliser sa technologie justement pour montrer l'exemple et essayer de déployer cette technologie de manière internationale. L'autre axe de développement que nous poussons, c'est sur la mobilité lourde et notamment sur les solutions de stockage innovantes et multimodales. Il y a effectivement beaucoup d'opportunités qui voient le jour et avec une vraie problématique qui est le transport d'hydrogène, notamment dans le milieu maritime. Donc, nous fournissons aujourd'hui, des solutions en cours de développement et qui vont être certifiées l'année prochaine pour pouvoir justement fournir cet hydrogène vert, notamment dans les environnements portuaires. Et cette même technologie va être utilisée notamment sur le corridor H2, qui est un grand projet de l'Occitanie, qui va permettre justement de distribuer tout cet hydrogène vert à l'ensemble des usagers.
Donc ça, c'est pour on va dire, le très court terme, hein, puisqu'on parle des premières livraisons de containers potentiels sur les projets de la région, on l'espère, d'ici 2023. Et on travaille aussi sur le moyen long terme, notamment dans l'aéronautique. Hein. Nous, on a quand même un ADN fort avec des entités propres qui travaillent dans l'aéronautique. Et donc, comment, en joignant nos forces dans la technologie de l'hydrogène et notre savoir-faire de l'électronique embarquée dans l'aéronautique, comment on peut adresser et aider en fait nos grands champions européens à développer des solutions décarbonées au niveau de l'aéronautique. Hein. Donc, on travaille conjointement sur plusieurs projets qui restent confidentiels, notamment avec l'aide Dassault, sur des sujets qui vont vraiment changer la manière d'opérer les avions et notamment les business jets haut terme. Voilà. Un petit peu de background sur qui on est, ce qu'on fait et ce qu'on va faire. Merci pour ce panorama. Alors, votre entreprise est vraiment opérationnelle dans 3 secteurs, transport, énergie, défense. Et vous avez quand même fait un grand virage parce que vous avez mentionné au début, vous étiez orienté vers le diesel et maintenant c'est l'hydrogène. Comment vous avez accompagné votre changement avec vos employés? Est-ce que vous avez licencié ou qu'est-ce que vous avez fait? Non, enfin, effectivement, il y a eu une problématique qui était liée à la crise, hein, où on a eu une industrie, notamment dans l'aéronautique, qui a beaucoup souffert. Et donc, on a utilisé ce positionnement qui date maintenant de presque 10 ans, mais avec un engouement plus récent, justement, pour engager une diversification encore plus marquée et s'assurer, en fait, de préserver l'emploi et même le développer. Hein. On a développé et multiplié la taille quasiment par 3 des équipes dans cette phase de crise, justement en se positionnant sur ces projets innovants qui utilisent le vecteur hydrogène. Alors, au lieu de licencier, vous avez multiplié par 3 vos équipes et vous avez gardé tout le monde et vous avez formé les équipes. Mais bravo, c'est un bon exemple pour montrer que vraiment les hydrogènes peuvent être une source pour diversifier les entreprises. Merci beaucoup. Je vous en prie. La troisième entreprise présente, c'est Bosch en France. Madame Pamela Moreira, Innovation Manager, et Patrick Maillot, Plant Manager. L'usine de Bosch à Rodez, en Occitanie, se prépare à un grand changement. Hein. Vous aussi, vous étiez dans la production pour des compositeurs de moteurs diesel. Et l'usine s'oriente maintenant vers le développement d'une solution innovante de piles à combustible. Alors, ce projet a été même retenu par le gouvernement dans le cadre de son plan de soutien à l'automobile. Et Madame Moreira, comme vous êtes Innovation Manager, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette innovation? De quoi s'agit-il? Bonjour à tous. Merci d'abord de l'opportunité de participer à cet webinaire. Et je pense que Monsieur Maillot, il aura aussi l'opportunité de parler de la diversification industrielle qui passe le site Rodez, mais pour ma part, le projet Fresh2. Donc, c'est une initiative d'innovation de notre usine de Rodez. Donc, ça fait partie aussi des axes d'innovation et de la diversification. Et donc, le projet Fresh2 vise le développement d'une solution décarbonée en utilisant la pile à combustible et l'hydrogène pour remplacer les moteurs diesel existants aujourd'hui sur les groupes frigorifiques qui équipent les semi-remorques du transport routier à température dirigée. Donc aujourd'hui, c'est utilisé principalement pour le transport de produits alimentaires, frais et surgelés, mais aussi des produits pharmaceutiques et toute autre marchandise thermosensible, donc notamment des produits qu'on consomme tous à la maison. Donc, le développement de cette solution Fresh2, elle s'inscrit aussi dans une démarche d'innovation. Donc, mon lien pour ça, c'est oui, on a démarré ce projet en 2018 avec le soutien de l'incubateur d'innovation de notre division Bosch en Allemagne. Et donc, aujourd'hui, on a le soutien du groupe Bosch en Allemagne, mais aussi en France pour le développement de cette solution. C'est une solution, on va dire, basse puissance. On tourne autour de 30 kW qui vient en complément de tout ce que Bosch développe déjà autour de la pile à combustible.
Donc, nos collègues en Allemagne se focalisent plutôt pour tout ce qui est pile à combustible lié à la motorisation au-dessus de 100 kW. Et Bosch Rodez, avec cette innovation, vient s'inscrire dans une démarche de complémentarité pour le portfolio de solutions Bosch pile à combustible sur des solutions basse puissance. Et effectivement, notre première application, c'est le remplacement du moteur diesel sur ces groupes frigorifiques. Ah, très bien. Et avec ce projet, Bosch Rodez intègre aussi le consortium Corridor H2, un des projets phares de la région Occitanie, je crois. Monsieur Meillot, vous êtes le directeur de l'usine. Comment préparez-vous vos équipes de l'usine pour cette transformation opérationnelle? Et avec quelle entreprise vous collaborez aussi dans la région pour ce projet? On vous entend malheureusement pas, Monsieur Meillot. Est-ce que vous pourriez allumer et désactiver? Oui, voilà, là on vous entend. Très bien. Paramétrage. Bon, oui, bonjour à tous. Merci également pour cette invitation. L'hydrogène, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Nous, Bosch, mais surtout nous, Bosch Rodez, on s'est intéressé au sujet depuis plusieurs années. Et effectivement, on est ravis d'avoir un projet innovant qui est parfaitement cohérent avec la stratégie de notre groupe. Mais on voit bien aussi que ça fait plusieurs années qu'on est dessus et qu'aujourd'hui, ça devient un thème qui a toute sa place, toute sa pertinence et qui nous offre des possibilités. Vous avez parlé de préparer le site, préparer les équipes. Ça, c'est vrai que c'est un véritable enjeu. Et là-dessus, je dois commencer par dire quand même que nous sommes une usine à la base de composants diesel. Et la première étape, qui a été une étape extrêmement douloureuse, et je ne peux pas dire qu'on ait terminé cette étape, c'est d'accepter le sort qui a été réservé au diesel sur la base de décisions d'un certain nombre de responsables politiques. Et j'insiste sur ce point parce que je ne veux pas rentrer dans le débat pour ou contre le diesel, mais toujours est-il que factuellement, c'est vécu par nombre de nos collaborateurs comme une forme d'injustice. Et donc, il a fallu travailler sur cet aspect-là et montrer qu'on pouvait trouver des solutions orientées à venir, même si malheureusement, sur le plan de l'emploi, il ne sera pas possible de compenser l'effet que l'on subit sur le diesel du fait de la valeur ajoutée énorme qui existe sur les composants diesel. Je ferme cette parenthèse diesel, mais il faut l'avoir à l'esprit parce que quand vous posez la question de comment ça se passe dans une usine, dans ce genre de transformation, on ne peut pas se focaliser uniquement sur les aspects, on va dire, techniques, compétences, etc. Il y a de l'humain derrière à gérer. Et dans notre cas, ça se traduit par ce deuil et puis par une réduction d'effectifs importante. Après, si on s'oriente futur sur le projet, vous avez parlé, enfin bon, Pamela Morea en a donné une introduction. Vous avez mentionné le corridor hydrogène. Je pense que c'est une belle initiative qui va nous permettre d'accélérer. Vous avez parlé aussi du soutien de l'État. Effectivement, au travers de l'ADEME, on a reçu un soutien. Mais je pense surtout que là, on est sur une vraie thématique d'avenir qui ouvre des perspectives. Et ici, je reprends aussi des messages qui ont été utilisés dans l'introduction. Je pense qu'on est bien à une convergence de thématiques qui sont environnementales, mais qui sont également économiques, sociétales et je dirais géostratégiques. Et je pense qu'on reviendra là-dessus parce qu'il y a une vraie question liée au positionnement de l'Europe sur l'hydrogène, liée à l'indépendance énergétique, liée à une possible disons que je pense que ce sera un enjeu de concurrence, de compétition entre les différents continents. Il n'y a pas que les Européens qui s'intéressent à ça. Et il y aura des vraies questions à se poser pour bien positionner l'Europe, la France et l'Allemagne sur l'hydrogène. Merci, Monsieur Meillot, pour votre présentation. Maintenant, on va revenir à un sondage pour aussi faire participer notre public. Alors, ma collègue Lucie Achard va mettre en route le sondage pour tout le monde. Alors, l'hydrogène vert,
est-il une solution réaliste pour la décarbonisation de l'industrie? L'hydrogène vert est-il une solution réaliste pour la décarbonation de l'industrie? L'hydrogène vert est-il une solution réaliste pour la décarbonation de l'industrie? Tout le monde peut participer. Et Lucia, je te laisse afficher. Voilà, 63% pensent que l'hydrogène vert est bien une solution réaliste. 2% seulement non. Et 34% ne sont pas sûrs. Bon, merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour avoir participé au sondage. On va demander à M. Vivancos maintenant la décarbonisation de l'industrie. Avec quelles mesures concrètes soutient la région d'Oxinadi cette décarbonisation? Monsieur Vivancos, il faut allumer votre microphone. On n'a pas entendu. Ah, pardon. Pas de problème. Ça marche là, ça y est? Oui, ça marche. On vous entend Pardon, bien. Excusez-moi, oui, non, je disais déjà, les principaux interlocuteurs ont déjà bien expliqué ce qu'on faisait, puisque dans ce que j'ai entendu, c'est un peu déjà ce qu'on a commencé à travailler. On a donc pour ce projet de décarbonisation donc massive, on a travaillé sur des déploiements des 3 rames ferroviaires en bimode hydrogène pour la ligne Toulouse-Montrejau, Luchon. On travaille sur l'autocar dans le Tarn, puisqu'on a 15 autocars hydrogène sur les lignes interurbaines dans le Tarn. Et on est à l'achat, là, on vient de voter, enfin ça va être voté je crois aujourd'hui, ça sera voté d'ailleurs, pour l'acquisition de 15 bus pour la ville de Montpellier, hein, à hydrogène. Donc c'est exactement pareil aussi quand on parlait de la mer, puisque vous savez que quand même la région la région Occitanie a une façade maritime qui est relativement importante, et le précédent interlocuteur parlait effectivement de ces projets maritimes. Nous avons un projet de drague. Vous savez que tout ce qui est dans les ports, vous avez une obligation d'avoir une dragueuse, hein, pour pouvoir nettoyer et permettre aux bateaux de pouvoir, c'est mon métier, mais de pouvoir accoster et d'avoir un tirant d'eau suffisant. Sauf que ces bateaux ce sont des énergivores au possible, hein. Donc là, on est en train de travailler sur cette et pour la nouvelle, sur une dragueuse à hydrogène qui va quand même changer la donne au niveau énergie. Pareillement aussi sur un projet, là j'essaye de réfléchir un peu à ce qu'on a dit, mais il y a déjà tellement de choses qui ont été dites, mais sur la décarbonation, pareil, sur Port la Nouvelle aussi, donc un projet, sur 7 je crois plutôt. Vous savez, tous les bateaux ont besoin notamment les bateaux de la marine marchande, ont besoin d'électricité pour les bateaux, pour pouvoir les faire fonctionner, surtout quand ils sont en attente. Et on est en train de créer, et ça pose un gros problème d'acheminement effectivement sur l'électricité en général, et on est en train de créer un bateau qui accostera contre les autres bateaux pour pouvoir fournir de l'hydrogène. Donc vous voyez, vous en citez 3, je serais bien en peine, on en a tellement. Mais encore une fois, on essaye de faire intelligemment, quoi, parce que aujourd'hui, c'est ce que disait, voilà, il y a quand même la problématique du diesel qu'il ne faut pas oublier. À Rodez, je crois qu'ils en payent effectivement un lourd tribut, quoi. Donc on essaye de faire step by step, on va parler en anglais un peu, mais très honnêtement, voilà ce que je peux vous dire sur ce qu'on fait. Alors vous avez aussi le projet d'envergure européen, enfin, que nous on met en place, qui est le corridor H2. On en a plus ou moins parlé, hein. C'est donc nord-sud, un couloir pour tout ce qui est les produits frais notamment. Et donc on est en train on prévoit d'ici 2023 2 unités de production d'hydrogène renouvelable, 8 stations de distribution le long des axes autoroutiers, et 40 poids lourds et 70 unités frigorifiques. Parce que c'est bien d'avoir des camions, mais si derrière, écoutez, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il me semble que j'ai un peu travaillé sur le diester, sur le biogaz. Je fais partie des gens qui l'ont un peu créé. Et le problème, c'est que personne n'en trouvait. Donc, je ne vous parle pas du gaz liquide, etc. Donc là, il faut créer une filière de A jusqu'à Z, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire pour la décarbonation. Et c'est compliqué, c'est long, mais on va y arriver parce qu'on a l'ambition. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
si ça vous va comme exemple. Sinon, j'ai des exemples. J'ai Benjamin Fèvre qui peut intervenir, qui est le grand spécialiste à la région et qui travaille ces dossiers depuis maintenant quelques temps. Si Benjamin veut rajouter des choses, je suis preneur ou vous êtes preneuse. Monsieur Fèvre, vous faites partie de la DOC? Oui, bien sûr. Ouais. Donc, Agence de développement économique et je travaille spécifiquement sur le sujet de l'hydrogène. Monsieur Vivancos a bien détaillé les différents projets qui sont portés par la région Occitanie. En fait, on a toujours à cœur de combiner une opportunité de transition énergétique et de décarbonation avec une opportunité de développement de la filière. Donc voilà, pour lui permettre de se massifier et de proposer des équipements, d'avoir des premiers marchés, des premiers débouchés qui vont leur permettre de développer leur technologie. Alors, c'est le cas pour Alstom avec les lignes de train, avec le Régiolis sur la ligne Montréjoluchon. C'est le cas, M. Vivancos a cité le projet Green Arbor. D'ailleurs, donc pour l'alimentation à quai des navires, c'est l'entreprise de M. Bézombe qui travaille sur le sujet pour créer d'ailleurs, c'est en photo derrière vous, Pierre-Olivier. Et également sur le corridor hydrogène avec notamment Bosch, on a cité, c'était pour le transport frigorifique. Donc, il y a toujours cette volonté de combiner les deux et c'est en ça qu'on souhaite impulser l'amont et l'aval en quelque sorte. À la fois la production d'hydrogène propre, finalement, combinée avec une opportunité de développer une filière industrielle avec une forte valeur ajoutée économique en termes de création de richesse et d'emploi surtout. Maintenant, je souhaite ouvrir un peu le champ de la discussion parce que, Monsieur Décembre, vous avez expliqué vos projets de décarbonisation. Monsieur Kaaba et l'usine Bosch va contribuer à une décarbonisation du transport, de la mobilité. Mais il y a des défis. Vos entreprises ont des besoins. Monsieur Rössner a aussi déjà cité des défis. L'hydrogène vert est cher. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Quels sont vos défis que vous voyez et comment la région, les gouvernements peuvent vous aider? Où vous voyez les challenges pour une décarbonisation massive de l'industrie? Qui veut commencer? Oui, Stéphane Cava, je vais commencer effectivement au titre d'Alstom, au titre de la mobilité dite lourde. Oui, effectivement, il y a des grands défis qui se présentent devant nous, parce que là, j'ai mentionné effectivement ce qu'on a commencé à faire, et on est ravis de l'avoir fait sur la partie régionale, mais on vise plus que ça. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est très important aussi pour nous, qui s'appelle le fret. Le fret, aujourd'hui, c'est un sujet finalement qui est porté par l'Europe, pour pouvoir verdir des solutions qui sont aujourd'hui qui utilisent massivement des solutions diesel. Juste à titre d'illustration, il faut savoir qu'un train de fret en France aujourd'hui, qui va d'un point A à un point B, qui traverse la France, qui fait, admettons, 800 km, les chargeurs vont utiliser des solutions diesel uniquement pour faire les derniers kilomètres, uniquement pour faire peut-être les 30, 50 derniers kilomètres de la ligne. Pareil au début de la ligne, parce que les bouts de ligne ne sont pas électrifiés, en fait, si vous voulez, et qu'il n'y a pas suffisamment de trafic pour pouvoir justifier des coûts assez importants d'électrification du réseau. Donc, vous avez des trains de fret qui font 800 km, dont 700 sous caténaires, et qui utilisent des locomotives diesel. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est une aberration, comme je dis, écologique. Donc, on a besoin de revenir effectivement à des fondamentaux qui soient alignés avec les grandes ambitions que vous avez rappelées au début du webinaire, à savoir les objectifs effectivement que c'est fixer l'Europe de neutralité carbone. Il y a 6000 locomotives diesel aujourd'hui sur le réseau européen. Il est absolument fondamental de pouvoir relever le défi, de trouver des solutions qui soient propres. Et l'hydrogène fait partie des pistes qu'on a clairement sur la table aujourd'hui, pour pouvoir verdir ce parc de locomotives pour assurer un fret qui soit propre. Jusqu'à la fin, et pas arrêter à Y, parce que pour la dernière mile, il faut encore un moteur diesel. Voilà, et qu'on ait 800 km effectivement qui soit propre, à savoir que voilà, ça c'est un élément très important. Et sur le fret, j'ai envie de dire que il y a aussi une ambition par rapport au fait qu'aujourd'hui le fret c'est 9% de part modale ferroviaire. C'est-à-dire que vous avez 91% aujourd'hui de fret qui est fait par voie routière et par voie fluviale. Alors, c'est majoritairement le routier et pas beaucoup le fluvial.
Vous imaginez un peu l'impact sur le plan de la pollution et sur le plan des émissions de CO2, sur le plan des particules fines, sur le plan effectivement trinocif, des NOx, etc., etc., etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que le train, non seulement le parc existant doit évoluer vers des solutions qui soient vertes, mais vous avez également, et c'est là où le rôle de la puissance publique est très important, à favoriser, si vous voulez, un transfert modal, j'ai envie de dire, du routier vers le ferroviaire. Ça, c'est aussi une piste qui est extrêmement importante et on compte sur la puissance publique. Hein, et on est content d'ailleurs de savoir que le ministre Jean-Baptiste Djebbari a clairement annoncé au courant du mois de septembre, le 23 septembre, je crois, 2021, son plan de relance du fret ferroviaire pour pouvoir justement basculer du routier vers le rail. Ça, c'est un élément qui est aussi très important de la part de la puissance publique. Et pour terminer sur les attentes et les défis, je pense qu'on ne pourra pas travailler tout seul. Ça, c'est un élément aussi important sur le plan des développements qu'on veut faire. Il est absolument important de pouvoir travailler ensemble. Ensemble sur plusieurs secteurs. Vous avez les cas d'usage. Le ferroviaire a l'avantage d'avoir des consommations d'hydrogène qui soient massives, prédictives et localisables. Donc, c'est un élément important dans toute l'équation économique, notamment par rapport au point de rechargement, parce que pour que les trains existent, ou pour que les solutions effectivement de mobilité hydrogène existent, il faut qu'il y ait un réseau qui soit développé, un réseau effectivement qui soit apte à pouvoir fournir, comme vous avez pour l'essence aujourd'hui, hein, c'est pareil, un réseau de distribution d'hydrogène. Et pour ça, on est extrêmement favorable et on milite dans cette direction-là, et c'est assez en ligne avec la France et aussi la Commission européenne, d'avoir des solutions qui soient communes. Donc de dire que les camions, les bateaux pourront effectivement utiliser des points de recharge qui soient ceux également utilisés par le train. Donc ça, c'est un élément important. Autre élément important, sur un plan j'ai envie de dire, technico-économique, il faut qu'on travaille ensemble, et l'ensemble va au-delà de la France, et c'est là où on rejoint justement les collaborations franco-allemandes, c'est qu'il est absolument essentiel de pouvoir réduire les coûts. Pour réduire les coûts, il faut du volume. Ça, c'est une base économique qui est qu'un enfant de CM2 pourrait très bien comprendre. Donc, avoir du volume, quand vous avez dans les piles à combustible, vous avez des éléments qui s'appellent les stacks. Le stack, c'est l'élément de base d'une pile à combustible. C'est un peu les plaques, c'est un peu la chimie de la pile à combustible. Les stacks, aujourd'hui, ça coûte très cher. Le stack, aujourd'hui, ça dimensionne la durée de vie, en fait, de l'équipement à pile à combustible. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que des secteurs comme le ferroviaire, j'ai parlé de 6 000 locomotives diesel. Ce n'est pas 100 000, c'est 6 000. Donc, pour chercher les réductions de coûts, il faut absolument que des secteurs comme l'automobile travaillent en bonne intelligence avec des secteurs comme le ferroviaire ou le maritime. Parce que la maritime aussi a des commonalités avec des systèmes de grande puissance, les fameux gensets sur les ports, effectivement, qui peuvent alimenter des bateaux, pourraient être communalisés avec des besoins de grande puissance pour les locomotives de fret. Oui, une coopération, c'est très important entre les entreprises, entre les institutions politiques, mais aussi des institutions comme l'Office franco-allemand de transition énergétique. Monsieur Rösner, vous avez déjà mentionné des défis, le coût. L'hydrogène est très cher. Monsieur Kaba vous rejoint là-dedans, mais aussi le volume. Il n'y a pas encore assez de volume. Aujourd'hui, quels autres défis sont là? Comment vous voyez? Qu'est-ce qui doit être fait pour vraiment assurer que l'industrie peut être décarbonisée grâce à l'hydrogène? Beaucoup de choses ont déjà été mentionnées, par exemple aussi le sujet du transport. Donc ça, c'est un sujet nouveau parce que l'hydrogène classique, il est plutôt produit à côté parce qu'il est très volatile. Donc c'est le premier élément dans la table périodique. Donc ça ne se stocke pas très bien. Donc du coup, normalement, on le produit à côté de la consommation, pas loin. Tout à l'heure, je disais, donc, l'Allemagne envisage plutôt de faire ça peut-être en Afrique du Nord. Donc, on a là quelque chose de nouveau. Il y a également la question de la disponibilité par la suite, avec un réseau, par exemple, qui est prévu. C'est comment pourrais-je dire, peut-être en faisant allusion à
là, à l'Occitanie, un hydroduc qui pourrait donc traverser l'Europe. Là, déjà, les gouvernements ne se sont pas tout à fait mis d'accord comment ça pourrait se passer aujourd'hui. Je pense que la France et l'Allemagne ne sont pas au même bout de la table. Il y a les effets d'échelle, sans doute, mais pensant aussi qu'il y a 20 ans, les énergies renouvelables, le solaire et tout ça, le consensus était que c'était très cher et que ça ne pouvait jamais être une solution qui allait vraiment pouvoir remplacer un système d'énergie classique. Aujourd'hui, on voit que ça fonctionne et que c'est très compétitif en fait comme technologie au niveau des performances et au niveau du coût. Donc, je pense quand même qu'au début, il y a une phase d'accompagnement qui va devoir créer les volumes, également des technologies. Et au fur et à mesure, on va arriver à un équilibre entre offre et demande qui peut se porter. Je pense si on parle d'exemple aussi, je pense à un chouette projet à Hambourg. C'est une usine d'acier de ArcelorMittal qui a donc désormais une technologie qui permet de chauffer les fourneaux avec de l'hydrogène et avec du monoxyde d'oxygène, donc du monoxyde, pardon. Et donc, comme ça, on remplace le méthane, émetteur de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est chouette. ArcelorMittal prévoit d'utiliser cette technologie d'ici 2030 dans tous ses sites en Allemagne. Et donc, on voit là, c'est clairement une filière qui dépend du marché mondial. Là, dans le transport, on reste dans un contexte national, peut-être dans la plupart des cas, surtout, je pense, si on n'est pas sur les trains électriques. On peut trouver un benchmark qui est peut-être plus facile à atteindre. Sur l'acier, vous n'avez vraiment pas beaucoup de marge parce que vous vous battez avec des gens en Afrique, en Asie de l'Est, pardon. Donc là, si on arrive à développer des technologies basées sur l'hydrogène qui permettent de décarboner cette filière, qui est essentielle pour, bien entendu, aussi dans l'avenir pour l'Europe, pour l'économie en Europe, ce serait quand même un chouette signal, je trouve, si on peut faire ça proprement et rester compétitif. Monsieur Besson, Monsieur Meillot, est-ce que vous voulez dire encore, ajouter quelque chose de Bosch et Nexea? Oui, enfin, moi, je partage assez bien ce qui a été dit. Juste un petit commentaire sur le stockage. Maintenant, il y a les technologies évoluent. Hein. On est spécialisé dans le stockage d'hydrogène. On a des solutions maintenant à plusieurs années avec une perméabilité qui est très, très bonne. Hein. On a même des qualifications qui vont au-delà de 10 ans. Donc, effectivement, on peut faire beaucoup de choses avec les technologies qui évoluent. Moi, je pense ce qui manque, en fait, je pense, c'est une coordination des forces politiques nationales et internationales, finalement. Il y a beaucoup de projets qui fleurissent de toutes parts et on voit souvent que certains projets réinventent un petit peu la roue à chaque fois. Et si on avait une sorte d'institut de coordination européen, ne serait-ce européen ou même ne serait-ce que germano-français, qui permettrait en fait d'utiliser cet argent sans recréer la même chose à chaque fois, je pense qu'on serait déjà beaucoup plus efficace et ça bénéficierait beaucoup aux industriels finalement. Donc ça, c'est un point qui est important. Et deuxième point qui est important, c'est vraiment l'élan politique qu'il nous faut vraiment pour avancer. On voit notamment l'Allemagne qui travaille sur un corridor H2 pour servir ses besoins avec l'Europe de l'Est. Je pense que c'est très bien, mais s'il y avait un projet équivalent franco-européen, germano-français, pardon, ça serait encore mieux, et même à l'échelle de l'Europe. Donc, le message, c'est plutôt pour les politiques, essayer de faire en sorte de regrouper vos forces pour qu'on ait une seule route et une seule voie, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on pourra s'en sortir. Oui, je veux bien intervenir aussi et dire quelques mots. Je vais commencer par reprendre ce que disait M. Kaba. Effectivement, il y a une question de volume. Hein, si on veut résoudre l'équation coût, qui n'est pas du tout résolue aujourd'hui, ni sur la production,
ni sur la distribution, ni sur les cas d'usage, il y aura une question d'effet de volume. Et d'ailleurs, dans le positionnement du groupe Bosch, un des axes différenciants, c'est de dire qu'effectivement, Bosch souhaite industrialiser de façon massive des solutions hydrogène, ce qui permettra d'en réduire le coût et d'en favoriser favoriser l'émergence de l'utilisation de façon plus conséquente. En attendant que cette équation de coût soit résolue, il y a effectivement besoin d'action publique à travers de l'incitation, comme on le voit dans le cadre du corridor hydrogène ou des plans d'investissement, incitation sur l'investissement, incitation sur les cas d'usage. Il y a aussi un levier de réglementation. Alors chez Bosch, on est prudent avec la réglementation parce que, selon nous, la réglementation, elle doit être avant tout basée sur de la neutralité technologique. Donc, on souhaite que effectivement les gouvernants fixent des règles du jeu en termes de performance des systèmes, en termes d'émissions, et ne fassent pas un choix technologique à la place de ceux qui travaillent sur les sujets. Il faut qu'il y ait une concurrence, une compétition saine entre les technologies. Et je ne reviendrai pas sur le diesel, mais enfin si, j'en dis quand même un mot. Aujourd'hui, la façon dont on remplace le diesel n'est pas forcément plus vertueuse, puisqu'elle est dans le cadre de la mobilité routière, ça se fait essentiellement avec de l'essence, qui d'un point de vue CO2 n'est pas meilleur. Bon. Si je reprends la réglementation et cette notion de neutralité technologique, notre exemple de Fresh2 est un bon exemple, puisque aujourd'hui, il y a manifestement un vide réglementaire sur les génératrices. Voilà, ce sont des génératrices diesel, mais qui ne sont pas comparables aux moteurs qui entraînent les véhicules. Hein. C'est des génératrices on va dire, d'une autre génération, et il n'y a pas de réglementation qui soit contraignante sur ces systèmes-là. Donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet à traiter, et je pense que quand on parle des leviers des gouvernements sur l'incitation, donc des subventions, des aides au financement, etc., ou sur la partie contraignante réglementaire, je pense aussi qu'il faut éviter de ne traiter que la question de la consommation. On a eu des exemples dans le passé, et chez Bosch, on connaît très bien par exemple le sujet du photovoltaïque, où l'Europe a financé uniquement la consommation, et ça s'est traduit par un fiasco sur le plan industriel. Sur le véhicule électrique, l'avenir dira si l'Europe est capable de rattraper le retard qu'on a pris, notamment sur les batteries. Je ne sais pas si on y arrivera, mais je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener sur la bonne utilisation des leviers et de ne pas les actionner uniquement sur l'axe de la consommation. Enfin, il y a un dernier point que je voulais aborder, parce que je reviens aussi sur ce que disait M. Kaba, de remplacer des anciennes motrices par des nouvelles qui seraient plus vertueuses. Il y a la question des nouveaux véhicules, c'est celle qui est généralement la plus abordée dans le débat public et la plus soumise à des actions publiques, mais il y a aussi la question du parc roulant. Et là-dessus, il y a besoin d'avoir des solutions de transition ou bien à base de rétrofit. Et notre solution Fresh2 est une solution qui permettra de transformer des systèmes, des remorques existantes pour les rendre compatibles. Donc, il y a la question du rétrofit. Il peut y avoir la question sur des gros moteurs diesel, de les adapter pour en faire des moteurs qui sont toujours à combustion interne, mais qui brûlent de l'hydrogène au lieu de brûler du gasoil. Et puis enfin, il y a un dernier sujet qui est très peu présente dans le débat public, mais qui peut avoir sa place, c'est la question des carburants de synthèse. C'est-à-dire qu'on peut décarboner le parc roulant existant. Je pense que là, c'est notamment pertinent pour la mobilité terrestre, mais aussi c'est une vraie thématique pour des gros consommateurs de carburant comme l'aérien. On peut utiliser de l'hydrogène vert, le recombiner avec du carbone capté dans l'atmosphère, du CO2 qu'on capte dans l'atmosphère, et recréer des chaînes d'hydrocarbures qui alimentent des moteurs, ce qui permet à la fois de traiter donc, des cas de grosse consommation comme l'aéronautique, mais aussi de faire une transition sur du parc existant. Alors, c'est peut-être pas le plus pertinent d'un point de vue efficience énergétique sur l'ensemble de la chaîne, mais ça peut avoir du sens. Et si on intègre la question des infrastructures, l'avantage de cette idée des carburants de synthèse, c'est qu'on peut réutiliser toutes les infrastructures de stockage et de distribution de carburant. Merci beaucoup
Moi, je ressens beaucoup votre souhait pour une coordination au niveau politique que peut-être peut vraiment remplir la France et l'Allemagne. Et ça, c'est une bonne transition pour la dernière sondage qu'on va mener avec les participants. Lucie, je t'invite à faire afficher la question qui est la coopération entre les filières hydrogène françaises et allemandes était un élément clé dans la réussite des objectifs européens sur l'hydrogène. Alors, la coopération entre les filières hydrogène françaises et allemandes est-elle un élément clé dans la réussite des objectifs européens sur l'hydrogène? Merci pour votre participation. Et Lucia, si tu es prêt, on peut afficher les résultats de l'opinion. Alors, vraiment, 92% sont persuadés que la coopération franco-allemande peut vraiment aider dans la réussite. 3% disent non et 5% je ne sais pas. Mais merci beaucoup. Alors, la coopération franco-allemande, tout le monde a dit vraiment qu'elle peut contribuer aussi au niveau politique. Vous avez évoqué, c'est important. Pour la coordination des projets, j'ai retenu aussi fixer une réglementation. Peut-être la France et l'Allemagne peuvent contribuer à mettre un cadre réglementatif, accompagner un meilleur accompagnement de la transition du diesel vers le hydrogène et aussi financement, pas que de la consommation. Qu'est-ce que vous, pour conclure cette discussion avant on passe aux questions des participants, qu'est-ce que vous pensez, comment une coopération franco-allemande, à part des points qu'on a déjà cités, peuvent contribuer au développement de la filière hydrogène en France, en Allemagne et même en Europe au niveau politique, entrepreneurial ou même sociétal? Qui veut témoigner? Ça peut être très court. Oui, Monsieur Fèvre. Oui, bah, peut-être pour toucher un mot sur ce qui se trame actuellement côté européen. Donc, moi, je partage vraiment la vision là, qui a été proposée aujourd'hui par l'ensemble des participants. Effectivement, c'est quelque chose qui doit être revu à l'échelle européenne pour finalement une raison assez simple, c'est que ces technologies, alors certes, oui, il faut se concentrer sur l'usage, mais aussi sur ce passage à l'échelle. Finalement, c'est vraiment ça le mot d'ordre, c'est un passage à une échelle industrielle. Finalement, c'est des technologies et une molécule qui sont chères parce qu'elles sont produites en petite quantité, en petite série. On a des technologies qui sortent en fait de l'étape de démonstration, qui commencent à être produits et qui ont besoin d'une industrialisation. Il y a quelques exemples concrets, hein, on n'en a pas parlé, mais en Occitanie, on a un fabricant de bus à hydrogène. Aujourd'hui, ils en fabriquent plusieurs dizaines par an. Demain, ils souhaiteraient pouvoir en fabriquer plusieurs milliers. Donc, rien que ce passage à l'échelle va mécaniquement réduire les coûts des technologies. Alors ça, c'est valable sur les bus, c'est valable sur les électrolyseurs, sur les piles, mais finalement sur tous les composants. Et on a une vraie dynamique, hein, c'est côté Bosch, côté Nexeia, côté Alstom et ces différentes récentes acquisitions. C'est toute cette chaîne d'équipementiers qui vont permettre cette massification. Donc, il y a un intérêt vraiment fort, en tout cas un soutien en tout cas en France et en Allemagne, qui est fait, hein. En Allemagne, il y a un plan à hauteur de 9 milliards d'euros et en France, 7 milliards plus une tranche de 2 milliards supplémentaires récemment annoncée par le président et qui a cette ambition de faire monter en capacité cette chaîne de valeur hydrogène. Et sur la production d'hydrogène, ben, déjà toucher à la massification de la fabrication d'électrolyseurs va aider, mais aussi l'idée, ça va être de produire un hydrogène propre et compétitif. Et pour ça, pareil, la massification va y aider. Il faut effectivement l'imaginer à l'échelle européenne, hein. Finalement, à l'échelle d'État, ça ne suffit pas, parce qu'en face de nous, on a une concurrence
internationales hein, en Asie, en Amérique, hein, qui ont des marchés internes assez conséquents et ça doit être imaginé à l'échelle européenne. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle donc un projet important d'intérêt commun européen, donc un IPCEI dans le jargon interne. Ça existe déjà sur les batteries, par exemple, avec l'émergence de Gigafactory pour permettre d'avoir une vraie compétence européenne et une vraie valeur ajoutée en Europe pour produire et industrialiser ces technologies. Ben, il y a la même dynamique qui se lance en Europe avec 22 États membres européens qui l'ont signé. La France investit, elle, je crois, 1,5 milliard dans cette espèce de pot commun hydrogène européen. Et le but, c'est de développer une production d'électrolyseurs à grande échelle, de toutes ces briques technologiques hydrogène à grande échelle, développer l'utilisation et la production d'hydrogène décarboné de grande ampleur, et également aider à avoir une réglementation qui soit homogène, quel que soit le pays en Europe, parce que finalement, s'il y a une réglementation qui est différente selon si on est en France, en Allemagne ou ailleurs, ça va être très difficile de coopérer ensemble. Donc, il y a un peu à être capable de qualifier cet hydrogène sans discrimination technologique, mais plutôt en fonction des émissions de CO2 associées. Voilà un peu des idées, en tout cas, qui sont faites au niveau européen pour booster cette filière. Au niveau européen, mais au niveau régional, il y a aussi des coopérations parce que je crois l'ADOC a un bureau aussi à Hambourg, en Allemagne. Oui, oui, hein, historiquement, Hambourg et Donc l'Occitanie, alors je ne sais pas, vraiment, peut-être ont historiquement toujours eu des sujets, des relations fortes avec des sujets de coopération industrielle en commun. Et l'hydrogène, bah, il ne déroge pas à la règle, hein. Et effectivement, nous, on traite avec eux et on échange avec eux. On a beaucoup de sujets en commun, hein, des projets. Tout à l'heure, je crois que M. Rosner parlait d'un projet sur le port d'Hambourg avec une usine de massification. Alors, ces écosystèmes portuaires sont un des sujets qu'on a en commun. Ils ont aussi des travaux sur les aéroports et nous, en parallèle, on a un projet iPort, pareil, hein, une station en écosystème aéroportuaire, une façade maritime, voilà, beaucoup, et de la mobilité lourde. Donc, c'est des exemples de sujets qu'on a en commun et on a beaucoup à chercher, à gagner, en tout cas, à chercher des synergies entre nos territoires et un peu les retours d'expérience en fonction de ce qu'on a pu déjà déployer et ce qu'ils ont pu déjà déployer. Mais c'est valable pour Hambourg, c'est valable pour l'ensemble des régions. Et merci beaucoup. Merci, Madame Orera, et à vous, messieurs. On va ouvrir maintenant le champ des questions-réponses parce qu'il y en a beaucoup. Et merci aux participants de participer activement. Alors, il y a beaucoup concernant le train. Alors, Monsieur Kaba, il y a une question autour du niveau d'autonomie du train bimode pour la France en fonctionnement H2 vers le train H2 pour l'Allemagne. Oui, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, on est sur deux types de trains qui sont différents, hein, parce que vous avez le train allemand qui a une capacité d'emport de 110, 120 passagers, alors que le train bimode pour la France, donc pour les 4 régions françaises, c'est environ 220 personnes. Donc, c'est un train qui est plus lourd, qui est plus complexe, et qui en plus est bimode en France, donc avec des équipements électriques qui sont embarqués et qui sont par conséquent très, très, très lourds. Donc, ce qui veut dire qu'avec des chiffres, on est sur 1000 km aujourd'hui, dont ça correspond à un plein de 160, 180 kg de H2 embarqué, pour faire 1000 km sur le train E-Lint. Sur le train Régiolis Bimode, alors en fonction des profils de ligne, parce qu'encore une fois, il faut comparer des pommes et des pommes, hein, donc c'est jamais forcément très évident, parce que vous avez des profils des lignes qui peuvent être différents selon que vous êtes en plaine ou avec des pentes, des montagnes, donc c'est un peu plus complexe. Mais le bimode, tel qu'il a été effectivement prévu pour les 4 régions françaises, c'est entre 400 et 600 km d'autonomie. Donc, ce sont les performances aujourd'hui, effectivement, qu'on affiche avec du H2 embarqué sous forme de gaz et à 350 bars de pression. Donc, c'est ce qu'on a privilégié pour l'instant. Merci. Il y a aussi une question pour vous. Est-ce que vous, Alstom, envisage l'hydrogène liquide pour les fortes puissances transport de marchandises? Oui, donc là aussi, c'est une question effectivement qui est d'actualité parce que comme j'ai dit, donc, on s'intéresse énormément à un sujet qui s'appelle le fret. Donc le fret, on parle de trains beaucoup plus lourds, hein, par définition, que les trains régionaux qu'on a mentionnés juste avant. Donc pour le fret, ce sont des trains qui font 1000 tonnes, 1500 tonnes, 2000 tonnes, alors qu'un train régional, ça représente 150 tonnes en moyenne.
Donc là, on est beaucoup plus lourd et on a besoin, par conséquent, de beaucoup plus de puissance. Donc, on est pour l'instant dans les projets très court terme sur des solutions qui seraient avec de l'hydrogène embarqué à 350 bars, voire 700 bars, parce qu'on a encore la possibilité de monter à 700 bars pour avoir un peu plus d'autonomie que la configuration 350 bars. Mais le Graal, en tout cas ce sur quoi nous voulons réfléchir, et on a lancé des actions d'ailleurs dans le cadre des fameux projets dont parlait Benjamin, les IPCEI, des solutions qui puissent embarquer de l'hydrogène liquide. Alors, ce qui est très complexe à plusieurs titres, l'hydrogène liquide, il est complexe parce qu'il faut le maintenir à température très basse, c'est du moins 253 degrés de température de maintien, donc ce n'est pas forcément très simple lorsqu'on est sur un train qui roule très longtemps. Et puis, il faut de la place et vous avez des contraintes de masse. Parce qu'un train, c'est fait pour mettre des passagers, bien évidemment, et pas pour le remplir de bonbonnes de gaz, même s'il est liquide. Voilà, donc en tout cas, oui, ça fait partie des pistes d'investigation aujourd'hui sur un plan technologique et on espère donc pouvoir avancer dans cette réflexion. Mhm. Merci beaucoup. On a Claude Lamy de CNRS Université Montpellier qui demande à M. Vivancos quel est le montant voté par la région pour les 15 bus H2 de Montpellier. Alors, ce montant est-il en complément des crédits de l'ADEME et l'européenne et quel est le montant total des crédits proposés à 3M avec quelle échéance? Bon, peut-être aussi, M. Fèvre, vous pouvez soutenir. Ce sont des questions. Est-ce que vous pouvez allumer vos microphones, s'il vous plaît, M. Vivancos, M. Fèvre? Non, on vous entend encore pas. Ah, voilà. Ça y est. Oui. Justement, je me posais la question si Benjamin avait les chiffres ou pas, parce que c'est une bonne question. Sinon, je vais les chercher et vous répondre après. Mais j'ai plus le montant en tête, non, exactement. Non, j'ai pas les chiffres précis. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a une réglementation qui nous impose de ne pas dépasser une certaine somme Oui. pour éviter la concurrence déloyale. C'est une réglementation européenne d'ailleurs. Ça montre un peu l'importance aussi de ces travaux au niveau européen, qui est basée sur le surcoût du véhicule par rapport à une solution classique. Donc, il me semble qu'on ne peut pas dépasser les 50 ou 60%. L'idée, effectivement, comme le disait Monsieur Lamy, que je salue, c'est de pouvoir combiner aide de l'ADEME, aide nationale, avec aide régionale pour atteindre un niveau maximal d'aide. Voilà. Donc, c'est une combinaison des deux pour atteindre un niveau maximal. Il y a aussi des bonus écologiques au niveau français et il existe également, alors je ne crois pas qu'il y en ait en ce moment, mais il y a pu avoir par le passé des dispositifs européens pour aider au déploiement de véhicules, notamment des bus hydrogène. Donc, tout ceci se cumule, mais avec un seuil à ne pas dépasser. Voilà. Et en plus, excusez-moi, mais ce n'est toujours pas voté. Hein, donc, si je peux éviter de donner des chiffres qui ne seront pas respectés après, ça serait surprenant. Mais en général, voilà, comme si ce n'est pas encore voté. C'est pas encore voté, ça sera voté cet après-midi, hein, normalement. Mais si je commence à donner des chiffres, si on donne des chiffres avant les collègues, ça va poser un souci. Vous connaissez la politique française, en général. Alors, professeur Lamy, il faut encore un peu attendre, mais demain, on peut vous transmettre. Oui, je vous enverrai un petit mail à ce moment-là. Oui, avec plaisir. merci. Pour la personne, je suis désolé, mais je vais éviter de faire une bourde. Voilà, c'est en délibération, c'est sur une proposition, mais ça sera fait, ça sera fait, je vous rassure. Il y a une question pour M. Bessambe, en EXEA. Vos projets de l'hydrogène, comment est assuré l'approvisionnement? Pardon. En fait, effectivement, c'est une vraie problématique. Et donc, on travaille aujourd'hui sur une solution qui permet le transport d'hydrogène sous haute pression. Donc, c'est une solution containerisée multimodale qui peut être utilisée et sur le transport routier, transport maritime et transport fluvial. Donc, ce sont des solutions qui sont de base à 500 bars, potentiellement 700 bars ou voire 900 bars. On travaille sur des technologies assez avancées pour compresser un maximum ces solutions-là. Et comme on a aussi la chance d'être positionné sur des projets aéronautiques sur lesquels effectivement la cryo est considérée, nous travaillons aussi sur des solutions un petit peu hybrides qui va prendre un peu le meilleur des deux mondes. Mais ça sera plus pour 4 à 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, sur les solutions de demain qui seront mises sur le marché dès début de l'année prochaine, on est sur des solutions compressées 500 bars
sur lequel on va maximiser justement la confiance de l'hydrogène. Et restons dans l'approvisionnement. C'est aussi pour M. Kaba, comment assurer l'approvisionnement de l'hydrogène pour les trains? Votre microphone, s'il vous plaît. Excusez-moi, effectivement, je l'avais coupé. Oui, aujourd'hui, pour les 2 trains qu'on a en service commercial en Allemagne, donc on n'est pas, encore une fois, sur un réseau qui soit complètement développé au niveau infrastructure, hein, loin de là. Donc, on a démarré d'une manière un petit peu artisanale, j'ai envie de dire, avec des camions qui alimentent en hydrogène les 2 trains en question. Donc, ça, c'est bien évidemment, c'est très provisoire. C'était pour juste pouvoir assurer une démonstration et pouvoir démontrer la faisabilité de l'hydrogène dans le train. Maintenant, à terme, ce qu'on vise, effectivement, c'est avoir ce qu'on appelle des refueling stations, hein, donc, qui soient utilisées par les trains. Et encore une fois, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir mutualiser les besoins. Donc, on n'est pas les seuls au monde à vouloir effectivement l'hydrogène, hein, à consommer l'hydrogène, potentiellement parlant. Donc, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir effectivement réfléchir collectivement sur des stations communes entre des applications routières comme les camions, par exemple, et les trains qui, encore une fois, présentent l'avantage d'avoir des consommations hydrogène qui soient massives, prédictives et localisables. Ce qui est un élément extrêmement important dans la construction, justement, du réseau de distribution envisagé par la France et l'Europe, parce que l'Europe a un rôle important hein, dans le cas des IPCEI, pour pouvoir coordonner, justement, d'une manière intelligente, ce type de réseau de distribution. Merci beaucoup. Une question pour M. Reusner. Quel est le rôle de l'H2 dans la recherche d'autonomie énergétique de l'Europe? Vous avez mentionné aussi que dans le plan stratégique de l'Allemagne, ils veulent importer de l'hydrogène, de le faire produire à l'étranger, notamment au Maroc, n'est pas un contresens. Qu'est-ce que vous en dites? Alors déjà, je ne travaille pas pour le gouvernement allemand et on ne m'a pas demandé mon avis. Je peux juste vous rapporter ce qui est écrit donc, dans la stratégie allemande. Donc, on considère que les besoins en hydrogène vont doubler d'ici 2030 pour l'Allemagne. Et l'objectif, c'est donc de fournir 20% d'hydrogène vert de ce volume d'ici 2030. L'Allemagne a, comme la France, se trouve dans la situation qu'elle veut décarboner la société. On pense très vite électricité, mais en réalité, si on parle de l'énergie, on parle également mobilité individuelle, on parle chauffage. Et très souvent, ça va se passer par une électrification directe ou indirecte. Ça veut dire que un chauffage sera demain une pompe à chaleur, une voiture sera électrique, ou je vais avoir des carburants synthétiques qui ont été générés à l'aide de l'électricité. Donc, c'est en quelque sorte aussi une électrification indirecte. L'Allemagne a aujourd'hui un besoin en électricité de 600 TWh. Et si on veut donc tout décarboner, on arrive très probablement à un besoin qui va doubler, voire tripler d'ici 2050. Et l'Allemagne aurait, selon les études, une capacité d'installer des énergies renouvelables de 900 TWh par an. Donc, vous faites le calcul, vous voyez que là, il n'y a pas des énormes marges de manœuvre. Donc, si l'Allemagne regarde aujourd'hui vers d'autres pays, c'est une question de coût, mais également une question de ressources. Parce que pour fournir toute cette électricité qui pourrait servir à faire de l'hydrogène ou à faire tourner des chauffages ou des voitures, il faut donner des priorités à certaines choses. Et pour l'hydrogène, je pense que le benchmark du prix de l'hydrogène gris est particulièrement pertinent pour inciter plutôt à une délocalisation de cela vers des pays où il y a plus de place, plus de soleil, plus de vent. Après, pour moi personnellement, quand j'ai intégré les énergies renouvelables il y a maintenant 14 ans, l'autonomie de l'Europe en énergie était une de mes motivations. C'était quelque chose, l'idée m'a beaucoup plu, de ne plus dépendre d'autres régions du monde desquelles on ne veut pas nécessairement dépendre. Ça va être compliqué.
c'est clair, si on pense jusqu'au bout, en 2050, il est peu probable que tout va se passer en Europe pour l'Europe. Peut-être juste, si vous me permettez, un dernier mot. Je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit sur la coopération. Elle est essentielle entre la France et l'Allemagne. Je pense même au niveau européen, il faut arrêter de penser en petite unité. J'ai vu, il y a un nouveau Astérix qui est sorti. Donc, c'est pas ça. C'était peut-être à la mode il y a 2000 ans, mais maintenant, on peut travailler en grande unité. Il faut coopérer plutôt que de se mettre en compétition entre nous. L'Europe a aussi, avec le Green Deal, quand même un outil formidable qui est unique dans le monde parce qu'il va permettre à l'Europe, c'est la seule région qui s'est dotée d'un plan de relance qui prend en compte à ce point la protection du climat. Et donc ça va être aussi une possibilité de créer des opportunités pour les différents pays, pour les différentes régions. Il faut concerter ça plutôt que de vouloir tout récupérer soi-même, je pense. Ça, c'est mon mot de conclusion. Oui, on est proche de la conclusion. Merci beaucoup pour toutes vos participations, vos exemples. On voit vraiment qu'il y a des projets concrets, qu'il y a l'hydrogène propose vraiment une possibilité de diversification, de changement. Nexea et Bosch vraiment montrent de l'exemple. Aussi, toute la région d'Occitanie est mobilisée par la transition énergétique. On a entendu que la région pousse vraiment la filière hydrogène vert en Occitanie avec un plan doté de 150 millions d'euros. Elle soutient de nombreux projets innovants dans la recherche, transport, l'industrie. Et ça fait vraiment preuve de la filière. Et vraiment, on a entendu un grand cri pour une coopération entre la France et l'Allemagne pour vraiment harmoniser la réglementation, fixer une réglementation plus harmonisée dans l'hydrogène, coordonner des projets. Alors là, dans toute l'Europe, mais la France et l'Allemagne peuvent vraiment mener à une meilleure coordination des projets. Vous avez dit, vous souhaitez plus d'accompagnement de la transition peut-être du diesel vers l'hydrogène par des instances politiques et aussi pas seulement financer une consommation, mais financer aussi d'autres axes pour vraiment assurer que l'hydrogène soit intégré dans le paysage industriel en France et en Allemagne. Et je vous dis merci beaucoup, Monsieur Kaba, Monsieur Bessamp, Monsieur Fèvre, Monsieur Resna, Monsieur Meillor, Monsieur Vicanos et Madame Herrera pour votre participation. On espère de vous revoir à notre prochaine rencontre franco-allemande parce que, comme Monsieur Brandmeier a dit au début et moi-même aussi, l'hydrogène fait partie des sujets stratégiques de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Nous sommes à la Chambre franco-allemande un catalyseur du dialogue entre les deux pays. Et c'est pour ça qu'on organise régulièrement des rencontres franco-allemandes dans l'hydrogène. Merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui et j'espère de vous revoir bientôt à une nouvelle conférence, une nouvelle rencontre franco-allemande sur l'hydrogène. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bravo. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.